pour contrôler l'éradication, c'est le test respiratoire à l'urine. Donc le test de référence pour contrôler l'éradication de l'HP, c'est le test respiratoire à l'urine. Je vais vous expliquer le mécanisme, pourquoi c'est un test respiratoire. La recherche de l'antigène de l'HP dans les selles. C'est un bon moyen diagnostique. Honnêtement, je ne l'ai jamais prescrit. Pourquoi? Parce qu'il nécessite une technique rigoureuse. Il faut que les selles soient fraîches, émises dans le laboratoire. Il faut que le biologiste utilise des anticorps spécifiques, anti-HP, des anticorps monoclonaux. Comment tu peux garantir ça? Tu ne peux pas garantir ça. D'accord? Donc c'est un bon moyen diagnostique. Mais parce qu'on a d'autres moyens, je pense, test respiratoire, facteur humain, pas beaucoup. D'ailleurs, ici, il est sous-traité. La sérologie, c'est un examen sérologique, fiabilité parfaite. La recherche de l'antigène dans les selles, c'est un très bon moyen diagnostique. Mais il faut que la technique soit rigoureuse. Donc, quels sont les avantages de l'histologie? C'est le gold standard. Pourquoi? Parce qu'il te donne l'information, la sérologie. Est-ce qu'il va te dire qu'il y a une gastrite ou il y a une métaplasie ou non? Mais la biopsie, elle va te donner des informations sur la bactérie, mais aussi sur les lésions de la muqueuse. Aucun autre examen ne peut vous donner ça. Et aussi, quand tu trouves par exemple une métaplasie ou une dysplasie, surtout s'il y a une dysplasie, tu ne vas pas aller, et d'ailleurs si vous avez remarqué dans le staff, on dit toujours souvent une relecture. On va prendre les lames, on les donne à un autre anatomopathologiste et on ne le relit pas parce qu'on n'a pas confiance. C'est les recommandations. D'accord? Et surtout quand la dysplasie est de haut grade. Parce que la sanction, la suite, elle peut être lourde. Donc il faut qu'on soit vraiment sûr que c'est une métaplasie ou surtout que c'est une dysplasie. Surtout si la dysplasie est de haut grade. Et donc la relecture, elle est possible. On prend les lames et on les fait relire par un autre anatomopathologiste. Certes, il y a un billet d'échantillonnage. Et donc pour pallier, les recommandations de faire 2 biopsies entrales éphendiques, c'est-à-dire 5. 2 flantres, 2 fulfendus et une au niveau de l'angulus. Et celle de l'angulus, on la met dans le pot de l'antre. Le flacon où il y a les biopsies entrales. Il faut que ces biopsies soient faites à distance parce qu'il y a des faux négatifs. À distance de la prise d'antibiotiques, au moins 4 semaines, et la prise d'IPP, d'antisécrétoire, IPP ou la anti-H2 au moins 2 semaines. D'accord? C'est-à-dire, en pratique, vous avez besoin d'une endoscopie, tu vois s'il y a un antibiotique pour des angines, par exemple, une amoxicilline ou là pour une bronchite. S'il prend pour une symptomatologie pseudo-reflux des IPP, donc il faut les arrêter. Il faut les arrêter 2 semaines pour les antisécrétoires, 4 semaines avant de faire l'endoscopie et aussi avant de faire le test respiratoire. Je connais parmi les indications qui n'est pas les indications de la sérologie. La sérologie, elle n'est pas affectée par la prise des IPP ni d'antibiotiques. D'accord? On va voir quelles sont les indications de la sérologie. Les indications de la sérologie, si vous voulez, c'est en cas d'ulcère hémorragique, par exemple. Si on a un ulcère hémorragique, on va voir dans l'ulcère, il faut rechercher l'HP. L'HP, l'ulcère hémorragique, c'est un facteur de récidive de l'hémorragie. Donc il faut le rechercher. On ne fait pas de biopsie alors qu'il y a du sang. Donc on fait des biopsies à distance. Mais dans les médias, on recherche l'Helicobacter pylori par la sérologie. Donc voilà, en cas d'ulcère hémorragique. Deuxièmement, en cas d'atrophie, s'il y a de l'atrophie, il peut y avoir la biopsie des faux négatifs. Et donc, il faut faire la sérologie. Troisièmement, s'il y a prise récente
De quoi? D'IPP, d'antisécrétoire ou d'antibiotiques. Donc vous savez tout, tous maintenant. Donc voilà les indications de la sérologie. Un petit mot sur la gastrite auto-immune. Il est limité au corps, d'origine auto-immune, on a dit ça. Il y a le syndrome neuroanémique, oui. Il y a un syndrome neuroanémique dans la maladie à cause justement du déficit en vitamine B12. Il y a un risque de cancer et la surveillance endoscopique, il est fondamental. Diagnostic différentiel, la gastropathie, l'HTP. On a parlé de l'HTP, l'hypertension portale. Et on a parlé des signes endoscopiques de l'HTP. Donc il y a les varices œsophagiennes, il y a les varices cardio-tuberositaires, il y a la gastropathie hypertensive qui est surtout au niveau phendique et qui se manifeste par une muqueuse en mosaïque, d'accord, pétéchiale. Pourquoi on dit gastropathie et on ne dit pas gastrite? Ce n'est pas inflammatoire, très bien. Parce que dans la gastrite, l'infiltrat inflammatoire, il est prédominant. Dans la gastropathie, que ce soit HTP, hypertension portale, même dans les AINES, la gastropathie toxique, on dit plutôt gastropathie. Pourquoi? Parce que l'infiltrat inflammatoire, il est pauvre. Et les lésions sont plutôt lésions endothéliales, vasculaires endothéliales. D'accord? C'est pour ça qu'on dit gastropathie et on ne dit pas gastrite. Il y a une différence. Mais sur l'aspect macroscopique, il peut avoir le même aspect endoscopique. La gastropathie d'HTP, on ne fait pas de biopsie. On ne biopsie pas la gastropathie. Mais ça, déjà, à elle seule, la gastropathie, ça peut saigner. Les gastropathies hypertrophiques, il y a les lymphomes qui peuvent donner une hypertrophie des plis, donc la biopsie, qui permet de faire la part des choses. La maladie du Ménétrier, c'est une maladie très, très, très rare. C'est une infiltration de la muqueuse et ça donne des gros plis. Vraiment, c'est une hypertrophie des plis, mais c'est un contexte. Ça donne un syndrome œdémato-ascitique, c'est une infiltration. C'est une maladie très, très rare et ça entre dans les diagnostics différentiels des gastropathies hypertrophiques. Il y a les gastropathies radiques. Si le patient a eu de la radiothérapie pour une tumeur du cardia, surtout tumeur de l'œsophage, d'accord? Et pour une tumeur de voisinage, on a une gastropathie radique, mais le contexte, l'interrogatoire, ça te permet d'éliminer ces diagnostics. Maintenant, il faut traiter. Les objectifs du traitement, si le patient est symptomatique, il faut le soulager. Ça, c'est primo. Deuxièmement, s'il y a des pertes de substances, érosion, ulcération, cicatriser les lésions. Prévenir les lésions néoplasiques, prévenir le cancer. Éradiquer l'HP, on ne parle pas de traiter l'HP. Éradiquer l'HP, c'est-à-dire sale, éradication de l'HP. On ne parle pas seulement de traiter, c'est sale. Pourquoi? Parce que les complications elles peuvent être graves. Et c'est la raison pour laquelle tu reçois un patient et te dit voilà, quel a dit l'HP, où j'ai été traité et maintenant voilà et j'ai toujours l'HP. Vous étiez traité, oui, mais est-ce que vous étiez contrôlé? Donc, quand on traite l'HP, il faut contrôler l'éradication. Quand on traite l'HP, il faut contrôler que l'HP n'est plus là. D'accord? Parce que la réinfection, elle est possible. C'est-à-dire, quand on éradique, il y a la question, si on éradique l'HP et avec une preuve sur le bilan comme quoi c'est éradiqué, est-ce que la réinfection est possible? Elle est possible, mais elle est exceptionnelle. Je peux vous donner un pourcentage, mais vraiment c'est très, très, très rare. D'accord? C'est la raison pour laquelle on parle d'éradication de l'hélicobacter pylori. Traitement étiologique, j'ai mis traitement étiologique pour les autres gastrites. Gastrite à AINES, il faut arrêter les AINES. Les gastrites toxiques, il faut traiter le toxique. Gastrite collagène, gastrite granulomateuse, il faut traiter la lésion, la maladie granulomateuse. Donc c'est ça le traitement étiologique. Des mesures hygiéno-diététiques, arrêter tout ce qui est agressif pour la muqueuse, le tabac, l'alcool.
certains aliments épicés, trop gras, les fruits acides, d'accord? Mais, s'il vous plaît, vous avez fait le cours de TFI, trouble fonctionnel intestinal. Le message, c'est que Kijik, un patient avec on m'a dit d'accord? Donc pas de régime restrictif. Il ne faut pas faire de régime restrictif. Alors, malade Kijik parfois chétif, cachectique, parce que vraiment il suit à la lettre, parfois même de façon exagérée, un régime qui est exagéré, prescrit par un praticien. Donc, éviter les régimes restrictifs. Tout ce qui peut agresser la muqueuse, on évite. Tout ce qui est trop épicé, acide, le vinaigre, le citron, certains fruits acides. Mais voilà, si vous prenez ça, vous pouvez, si vous ressentez ça, voilà la cause. Donc, essayez d'éviter au maximum ces aliments sans pour autant les arrêter de façon absolue. Pour l'HP, il faut l'éradiquer. Comment? Il faut faire la part des choses. Il y a le traitement de la gastrite, il y a le traitement de l'HP. L'HP qui a donné la gastrite. Donc on éradique l'HP et on continue les IPP, simple dose, en traitement pour traiter la gastrite. Et on contrôle l'éradication. Après ça, on a dit qu'il faut contrôler l'éradication 1 mois après l'arrêt des antibiotiques et 2 semaines. Je dis 1 mois pour les deux. 1 mois après. Donc, Takat Sali, on va voir le traitement de l'HP, c'est 10 jours. Et puis, continuer 3-4 semaines pour traiter la gastrite. Et on attend 1 mois sans rien prendre. On peut prendre, il ne faut pas prendre les antibiotiques, il ne faut pas prendre les antisécrétoires. Si je peux prendre des antispasmodiques, un absorbant de gaz, un antiacide. Vous connaissez les antiacides et les topiques, par exemple. Gaviscon, Malox, pour ne pas faire de publicité. Donc ça, il n'interfère pas avec le traitement ou bien le contrôle d'éradication. D'accord? Mais surtout ce qu'il faut arrêter, les inhibiteurs de la pompe à proton, les anti-H2, donc les antisécrétoires et les antibiotiques. Comment éradiquer donc IPP double dose et les antibiotiques? Voilà le traitement de première ligne. Question d'examen. Traitement de première ligne. C'est IPP plus amoxicilline 1 gramme. L'amoxicilline, c'est 1 gramme, ce n'est pas 500. Et ce n'est pas une amoxicilline protégée. Et les IPP, il faut toujours, ça quelle que soit l'indication, les prendre 30 minutes avant les repas. Et ça, il a une explication physiologique, physiopathologique. Ce sont des antisécrétoires, des inhibiteurs de la pompe à protons, et donc il faut les prendre à jeun, et au moins 30 minutes avant les repas. Donc, quand j'ai pris les IPP, ce n'est pas efficace. Non. Ça peut soulager, mais pour être efficace, c'est 30 minutes avant les repas. Il faut l'écrire dans l'ordonnance, bien sûr l'ordonnance. Il faut l'écrire. Parfois, on raconte n'importe quoi après, et donc il faut l'écrire sur l'ordonnance. IPP, 20 mg. Certains, on peut discuter, certains qui donnent 40 mg 2 fois par jour. 20 mg. Une gélule 2 fois par jour, matin et soir. Matin et soir. 1 demi-heure avant les repas. Avec, donc c'est comme ça l'ordonnance, avec une amoxicilline, 1 gramme, un comprimé fois 2 par jour. Ça, c'est les premiers 5 jours. Les IPP, c'est 10 jours. Les premiers 5 jours avec une amoxicilline et les deuxièmes 5 jours avec une clarithromycine avec
un imidazolé. Vous avez compris? Donc IPP avec amoxicilline pendant les 5 premiers jours, les deuxièmes 5 jours, toujours l'IPP avec clarithromycine 500 et le métronidazole 500. Un comprimé x2 par jour pendant 5 jours. Ça s'appelle un traitement séquentiel parce qu'il y a 2 séquences. Il y a la première séquence séquentielle. On donne les IPP et puis avec l'amoxicilline, premier 5 jours, deuxième 5 jours avec la clarithromycine, métronidazole. C'est efficace. Il y a une étude nationale parce qu'il y a un protocole qui est sorti en fin 2016, s'il vous plaît. Il y a un protocole de traitement qui est sorti en fin 2016. C'est une quadrithérapie, c'est-à-dire les 4 traitements, tout en même temps. Je ne l'ai pas mis dans le cours. Ça, c'est les dernières recommandations. Tout en même temps pendant 10 à 14 jours. Nous, on ne va pas suivre. Ça, on le dit dans nos congrès nationaux. Il ne faut pas suivre les recommandations comme ça. On n'a pas la même écologie. On n'a pas les mêmes bactéries. Il faut faire des études nationales. Et on est en train de faire une étude dans le service pour voir est-ce que ce protocole est efficace pour nous, on va le garder. S'il n'est pas efficace, on va le changer. Mais on ne va pas prendre comme ça des choses, des recommandations et les appliquer sur nous. Pourquoi? Parce que, vous voyez, même on n'a pas les mêmes bactéries, on n'a pas les mêmes résistances de bactéries. En Europe, par exemple, ils ont des résistances élevées à la clarithromycine, par exemple. Nous, on n'a pas d'études. Il y a une étude qui est sortie à l'hôpital militaire de l'hôpital Cheikh Zayed de Rabat, mais on n'a pas la même écologie. Et donc la résistance à la clarithromycine, et je pense qu'on aura plus de résistance à la métronidazole parce qu'elle est prescrite de façon abusive. Le flagile, il est... D'accord? Et donc, il faut faire des études. En attendant, il y a une étude qui a été faite au CHU de Fès qui a montré que le traitement séquentiel, il est efficace. Donc, on continue ça en attendant des données locales pour changer les protocoles thérapeutiques. Et aussi en matière d'observance. Imaginez 4 traitements pendant 10 à 14 jours. En première ligne, c'est-à-dire eux, ils disent en première ligne. Ben non. Traitement séquentiel et encore. Traitement séquentiel, je l'ai répété et le répété, je pense qu'elle est ancrée parce que c'est souvent des questions qui sortent parce que vous devez dès aujourd'hui, être capable d'écrire une ordonnance d'éradication de l'hélicobactère pylori. Il faut contrôler l'éradication. Comment? On peut refaire l'endoscopie avec biopsie, test respiratoire à l'urée marqué, ou bien test ELISA dans les selles. On peut faire les... Quel est le principe du test respiratoire? Voilà. Écoutez si vous voulez comprendre. On donne aux patients de l'urée marqué au carbone 13. C'est la raison pour laquelle il s'appelle test respiratoire à l'urée marqué au C13. Le patient, il le prend et si il y a l'HP au niveau de son estomac, tel HP qui a cette activité uréase, il va dégrader l'urée. Cette urée marquée en ammoniac plus le CO2. Le CO2, il est marqué aussi au carbone. Donc il est marqué, le carbone il est marqué et donc il sera expiré. Et il y a un débitmètre, il y a un appareil qui va mesurer s'il y a l'HP ou pas. Bon, il y a des déductions. Le patient d'abord, il mesure avant de prendre l'urée et puis il y a des déductions et on te dit est-ce que l'HP il est positif ou négatif. C'est un test très performant. C'est-à-dire l'avantage par rapport à l'histologie, c'est qu'il va rechercher l'HP dans tout l'estomac. Il n'y a pas de billet d'échantillonnage, mais il ne donne pas de renseignements sur
la muqueuse. Test fiable, 98%. Il recherche l'HP dans tout l'estomac, mais il n'y a pas de renseignements sur les lésions gastriques. Donc le message, il ne faut pas... Bon, la sérologie ne peut être utilisée pour le contrôle d'éradication, on l'a dit, parce que la décroissance des anticorps, il prend du temps. Les gastrites auto-immunes, il n'y a pas de traitement étiologique, on donne de la vitamine B12 injectable, éradiquer l'HP si positif et surveiller avec des biopsies fendiques tous les 3 à 5 ans. Maintenant, si on contrôle l'HP, on trouve toujours qu'il y a l'Helicobacter pylori. Je ne l'ai pas mis dans le cours. Le traitement de deuxième ligne, ce sont les sels de bismuth. Les sels de bismuth. B-I-S-M-U-T-H. Bon, seulement si vous entendez parler comme ça, vous... C'est toujours l'IPP avec ce traitement-là. Mais ce traitement-là, il est avec l'amoxicilline. Ce sont des comprimés qui contiennent l'amoxicilline, la clarithromycine, le métronidazole et les sels de bismuth. D'accord? Et donc, c'est un traitement de 10 à 14 jours où il faut prendre 12 comprimés par jour. D'ailleurs, le traitement n'est pas disponible au Maroc, si vous voulez que je vous donne le nom commercial, parce que c'est le Pylera, P-Y-L-E-R-A, Pylera. La boîte, elle contient 120 comprimés. C'est un traitement de 10 jours, donc 12 comprimés, 3 comprimés 4 fois par jour, en plus de l'IPP, donc ça fait 14 comprimés par jour. Traitement de deuxième ligne, c'est-à-dire si on traite, on contrôle, et toujours il y a l'Helicobacter pylori, le traitement de deuxième ligne, c'est ça. Mais avant de traiter deuxième ligne, il faut chercher les causes de l'échec. Quelles sont les causes de l'échec? Les résistances, l'observance. Voilà. Déjà, un traitement qui n'est pas pris, bien sûr qu'il ne sera pas efficace. Autrement dit, un traitement pour qu'il puisse agir, il faut qu'il soit pris. Donc, c'est vérifier l'observance. Et avant de vérifier l'observance, c'est votre rôle d'insister au moment de prescrire. Il faut prendre le temps d'expliquer aux patients. Il faut prendre le temps d'expliquer aux patients. Souvent, parfois, les patients arrêtent les PP. 5 jours avec l'amoxicilline, ils arrêtent les PP et elles continuent qu'avec la clarithromycine et le métronidazole. Donc, l'observance. Deuxièmement, pas beaucoup, le tabac. Le tabac, c'est un facteur de résistance à l'Helicobacter pylori. Et donc, tout en prescrivant, il faut conseiller aux patients, c'est l'occasion, je dis c'est l'occasion, parce que c'est un facteur de résistance et vous comprenez que cette bactérie, si elle reste, on va encore être obligé à vous traiter. Traitement de deuxième ligne, il n'est pas disponible ici, et donc voilà. Deuxièmement, donc c'est malabsorbance, tabac. Troisièmement, c'est la résistance bactérienne. Parmi les antibiotiques, la résistance de l'HP à l'amoxicilline, elle est exceptionnelle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'amoxicilline, il agit, il est efficace sur l'Helicobacter pylori. Et si vous voulez encore retenir le schéma séquentiel, c'est la raison pour laquelle on le donne le premier. C'est comme si tu donnes le coup, l'adversaire, avec un coup de poing qui est fort, et puis tout ce qui suit après, il peut le mettre KO. D'accord? Donc, c'est la raison que la résistance de l'HP à l'amoxicilline, il est exceptionnel. C'est plutôt la résistance à la clarithromycine et à la métronidazole. Si on donne le traitement de première ligne, séquentiel, traitement de deuxième ligne, on contrôle et toujours il y a l'HP, là il faut refaire l'endoscopie.
Donc, avant le traitement de troisième ligne, il faut faire une endoscopie avec biopsie, avec antibiogramme. D'accord? Donc, c'est une pathologie qui est fréquente. Il faut réaliser des biopsies systématiques, quel que soit l'aspect endoscopique. Il faut traiter l'HP et contrôler qu'on était efficace dans le traitement. Je vous remercie.